Mesdames et messieurs, bonsoir. Ils ont entre 8 et 18 ans, tout au plus 25 ans. Ils sont violents, ils sont à l'origine de barbarie spectaculaire. Le commun des mortels les appelle les microbes. Ces enfants en conflit avec les lois sèment la terreur dans Abidjan et ses environs et défient tout le monde. Qui sont-ils? Que veulent-ils? Qui peut les arrêter? Comment les arrêter? Ce soir, nous jetons un regard sur ce phénomène social qui crée la psychose au sein de la population en Côte d'Ivoire. Et pour en débattre ce soir, nous avons appelé M. Vincent Toby Irié. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur du cabinet du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Auprès de vous, le docteur Parfait Kofi Ngoran, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes socio-anthropologue, c'est bien cela? C'est bien ça. Juste après vous, le professeur François Mbra, bonsoir professeur. Bonsoir. Professeur titulaire de psychologie sociale et du travail, c'est bien cela? Exact. Et enfin, Madame Mireille Critier-Oufort, juriste, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes spécialiste en droit et protection de l'enfant. En tout cas, merci Madame et merci messieurs d'avoir répondu à notre invitation aujourd'hui pour parler de ce phénomène, le phénomène des microbes qui intéresse tout le monde. Les microbes en Côte d'Ivoire, c'est devenu un véritable phénomène social et sécuritaire à la fois. Ces enfants en conflit avec la loi n'opèrent plus seulement la nuit, ils ont franchi un cap, ils ont atteint un autre niveau. Leurs victimes se comptent aujourd'hui par centaines. La population excédée prépare, je voudrais vous le dire tout de suite, monsieur le directeur du cabinet, la riposte en sourdine. Qui sont-ils? D'où viennent-ils ces adolescents? Une idée de la situation avec Sita Soro. On les appelle microbes, vonvons, enfants en conflit avec la loi et bien d'autres. Leur âge varie entre 8 et 18 ans. Armés de machettes, de couteaux, de faucilles et de gourdins, ils sèment la terreur. Ils m'ont mis dans un centre de formation, je jouais au ballon, bon après j'ai arrêté. Il y a quelques amis qui sont venus me dire, il faut venir aller dans un couloir, coin, il y a des coins là, là-bas la guerre. Moi je dis bon, c'est qu'à là on voit le film. Premier agressage, on est rentré, il y a un carrefour, on appelle le carrefour Power. Après il est 19h, le coin devient sombre. Premier agressage, on est rentré. Plus 4 portables, je suis descendu 25 000 à la maison. Dans 5 000 à ma maman, avant de prendre ma demande, j'ai quitté. J'ai dit non, on n'a pas eu jouer au comité, c'est l'un des tournois. C'est l'action qui commence, on porte sac, blouson, lesquels machette, couteau. Puis quand on sort sur la roue, on te dit 2 mois, on n'a pas donné des pics. Non, voilà, on ne va jamais arrêter. On continue jusqu'à la fin de notre vie. Parti de la commune d'Abobo, ce phénomène s'étend aujourd'hui aux autres communes du district d'Abidjan et de l'intérieur du pays. Selon certains observateurs, ce phénomène de gang d'adolescents serait inspiré d'un film brésilien dénommé La Cité de Dieu. Un film qui s'articule autour des agressions des enfants des favelas, bidonvilles brésiliens. D'autres, par contre, les comparent aux enfants soldats du Libéria et de la Sierra Leone. En l'espace de quelques années, ces enfants sont devenus un véritable problème de société. Pire, un fléau urbain avec des victimes qui se comptent chaque jour par dizaines. La violence de leur mode opératoire reste le même et laisse encore effrayer tous ceux qui ont eu le malheur de croiser leur chemin. Un jour, à 4 h du matin, à la chaîne des coins quotidiens, je suis tombé dans une embuscade. Ils ont commencé à me tabasser avec des armes, me découper. Parce que là, j'ai eu des coups, plus de quelque chose de 17 coups de machette. Face à la recrudescence de ces attaques, le gouvernement a initié une opération policière dénommée Épervier, lancée en mai 2016, qui a permis d'appréhender des centaines de personnes présumées appartenir à ces gangs juvéniles et opté pour l'insertion sociale de ces enfants au lieu de la voie répressive. L'ouverture d'un centre de rééducation situé en Bayakro devrait donner une seconde chance à ces enfants en conflit avec la loi. Très bien, je voudrais commencer par vous, docteur Ngoran. Vous avez eu à faire des études, vous avez cherché. Aujourd'hui, la première question que j'ai envie de vous poser tout de suite, c'est qui sont ces enfants appelés microbes? D'où viennent-ils? Ok, merci encore une fois. Effectivement, comme vous le dites, nous avons, dans le cadre de nos activités de recherche au niveau de la chaire UNESCO de bioéthique de l'Université Alassane Ouattara de Bouaké, mené une étude qui a duré 3 ans sur les transformations de la violence criminelle en Côte d'Ivoire. Et ce que nous avons observé, c'est que ce qui est nouveau, le phénomène des gangs en lui-même n'est pas nouveau, mais ce qui est nouveau, c'est le rajeunissement de ce que nous avons appelé dans notre jargon les entrepreneurs de violence. De plus en plus, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est des adolescents dont l'âge varie entre 8 et 18 ans, au maximum 25 ans. Et
nous avons constaté qu'il y a une imbrication de facteurs qui font que ces enfants-là ont basculé dans ce que nous appelons cette activité criminelle. Vous avez dit, qui sont-ils? Qui sont-ils? Qui sont-ils? Oui, qui sont-ils? D'où viennent-ils? Généralement, ce qui est ressorti de ce que nous avons eu à faire comme travail sur la question des jeunes, des enfants dits microbes, c'est qu'il y a des profils variés. De toute façon, il y a des profils variés, mais dans l'ensemble, ce sont des enfants qui sont issus de familles disloquées, des familles monoparentales ou en situation de précarité. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que ce sont des enfants qui ont eu des parcours scolaires généralement chaotiques. Il y en a qui n'ont pas achevé leurs études et ils ont basculé dans la violence. Le troisième élément que nous avons pu énumérer, c'est que ce sont des enfants qui, par de leur situation de vie et par la situation de vie de leurs parents, se sentent relégués à la marge de la société. Et donc, ils n'ont plus confiance en l'État. Le second film que vous avez montré tout à l'heure, j'ai participé à la réalisation de ce film. Et il y a des propos qui sont ressortis, qui sont très intéressants, que nous pourrons analyser par la suite. Donc, de façon résumée, je peux résumer, décrire le profil de ces enfants-là en ces 3 points-là, ces 3 points essentiels. Voilà. Professeur Mbra, vous aussi avez travaillé sur la question. D'où ils viennent, ces enfants-là? Qui ils sont véritablement, en complément d'information? Merci, M. Fofana, de nous interroger sur ce phénomène qui défraie la chronique, suscite des frayeurs et même une psychose. Et je crois que l'un des objectifs que vous poursuivez, c'est quelque peu de diluer la peur et les frayeurs. Eh bien, ces enfants qui donnent lieu à tant de frayeurs émanent d'une famille. Et comme l'a dit le sociologue Ngoran, quand une famille est en crise, elle ne peut pas produire de bons représentants. Deuxième élément, lorsque les difficultés d'adaptation scolaire ne sont pas résolues, il est évident que le succès scolaire ne peut pas être au bout des efforts. Alors on assiste à ce qu'on appelle un décrochage scolaire. Certains abandonnent volontairement, d'autres abandonnent sous l'effet de facteurs variés. Et puis on peut continuer. Qu'est-ce que la société offre comme modèle, comme valeur? Dans une société qui, depuis plus d'une dizaine de crises, est confrontée à des violences qui ont parfois atteint leur summum, il faut s'attendre à ce que, à travers ces enfants, nous voyons nous-mêmes ce que nous projetons. C'est-à-dire une identification à ce qui est violent, une identification à ce qui est inadapté. Pour vous dire que ces enfants viennent de familles aux caractéristiques diverses, des familles déshéritées, économiquement indigentes. Ces enfants viennent de familles monoparentales, c'est-à-dire disloquées où le premier mariage n'a pas marché. L'un des partenaires est allé avec un autre. Et ça, c'est tout un ensemble de problèmes qu'il faut gérer. Ces enfants viennent encore de parents qui, parfois, sont des substituts parentaux. Avec la crise, il y a eu assez de morts. Et avec les pathologies, il est évident que certaines familles n'existent que de nom. Si on ajoute à cela les difficultés qu'offre l'école, on comprend tout de suite que la société contribue à faire le lit de ce phénomène dit des microbes. Très bien, on comprend mieux d'où ils viennent. Alors, Madame Ofo, on a écouté le professeur, on a écouté aussi le docteur Ngoran. Si on peut expliquer tout ce qui arrive, est-ce que cela se justifie? En écoutant, merci bien, en écoutant le professeur et docteur Ngoran, en écoutant tout cela, on peut dire que cela se justifie. Pourquoi? L'enfant est un être vulnérable, très influençable, et il est prouvé scientifiquement qu'on est avec 25% de sa matière cervicale quand on est enfant. Donc tout le reste, il faut 15 ans pour que le cerveau puisse se mettre en place et épouser les comportements. Et quand on regarde ces enfants, ils ne sont uniquement que le reflet de la violence institutionnalisée dans les écoles. Le maître il chicote, tout le monde frappe les enfants. À la maison, le meilleur moyen de communication des adultes face aux enfants, c'est la violence. Et toi, viens ici.
On passe tout notre temps en voulant donner des ordres. On a une autorité autoritaire au lieu d'avoir une autorité éducative. Et donc la société, ils sont que le reflet, ils ne font que refléter ce que la société est. Dans tous les secteurs de la vie, il y a la violence. Et sans compter, comme il a dit, on a eu 15 années de crise. Et il faut dire, un enfant qui est né en 2002, il a aujourd'hui 15 ans. Il avait 2 ans en 2002, il a 17 ans. Il avait 8 ans, il a 25 ans. Donc, dans un espace où la violence est devenue comme un mode de communication, et sans compter que dans leur constitution physiologique et psychologique, la violence même est un mode privilégié de l'adolescent. Sans conflit, sans guerre, c'est déjà un prérequis qu'on peut avoir chez les enfants adolescents. Madame Beaufort, j'ai envie de dire que c'est vrai, vous expliquez, on comprend la logique. En même temps, il y en a qui ont même âge qu'eux, qui ne font pas la même chose, qui sont tout droits, qui sont corrects, qui vivent dans les mêmes circonstances, dans le même environnement. Éventuellement, on peut le dire dans un premier temps. Mais c'est une réalité. C'est une réalité et aussi cela s'explique. Et je pense que le professeur Mbra serait psychosociologue pour dire qu'en psychologie, il faut dire qu'il y a 2 cas. Il y a ceux qui font de la résilience par rapport aux expériences douloureuses qu'ils vivent et qui surplantent et qui arrivent à faire de bonnes choses. Et il y a les plus faibles. Il faut reconnaître que la violence est l'âme des faibles. Et donc, quand on utilise la violence, ça veut dire qu'on n'a plus d'arguments possibles qui nous donnent à l'intérieur de nous-mêmes. Et généralement, ce sont des enfants qui n'ont pas eu certains mécanismes intérieurs, ils n'ont pas pu puiser en eux-mêmes la force qu'ils ont pour pouvoir exprimer autre chose que la violence. Monsieur le directeur du cabinet, vous voyez, après toutes ces explications, on a envie de dire que c'est à vous qu'on donne la patate chaude aujourd'hui. Tout le monde regarde vers le ministère de la Sécurité, le ministère de l'Intérieur. Vous réagissez comment déjà avec l'attitude de ces enfants, tout ce qu'ils font de spectaculaire, d'effrayant? Il y a une psychose dans la population, il faut le dire tout net. Et comme je le disais tout à l'heure, les populations d'ailleurs dans leur coin sont en train de dire, nous attendons, on va se préparer, si l'État ne peut rien, alors nous-mêmes nous allons nous faire justice. Il y a 2 éléments qu'il faut d'abord préciser pour commencer ce débat. C'est que la position d'une institution telle que la nôtre, donc le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, c'est que chaque fois qu'on a évoqué la question, le sujet a fâché certains Ivoiriens. Et sur les réseaux sociaux, chaque sortie du gouvernement a donné souvent lieu à des réactions. Et j'en veux pour preuve la dernière, il y a 2 semaines, la réaction du porte-parole du gouvernement qui essayait d'expliquer. Et donc nous sommes sur ce plateau pour essayer de comprendre ensemble avec tous les exégètes de ce fléau. Absolument, on a tous le même souci. Et deuxièmement, c'est d'abord de repréciser repréciser ce débat. C'est le mot qui est utilisé comme titre de cette émission. Oui. C'est déjà même le premier niveau de gestion de ce phénomène. Ce sont des enfants en difficulté avec la loi, ce sont des jeunes délinquants. Mais on ne les ravale pas au rang de bacilles, de virus et de parasites. En procédant ici, on rejette déjà une frange importante et sensible de notre société, c'est-à-dire la jeunesse. Donc il faut requalifier d'abord. Donc le choix même, le choix sémantique, le champ lexical dans lequel on puise pour qualifier ce phénomène, nous permet de nous familiariser. Ensuite, les origines. Je voudrais revenir sur cette question. Il y a 4 éléments. Premièrement, c'est l'environnement. Les enfants viennent de milieux où sévit la promiscuité, la pauvreté, le confinement. C'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est la situation des familles. Je le disais tout à l'heure, je vais vous donner un chiffre. Ces enfants viennent de familles de taille environ de 8 personnes, quand la moyenne nationale est de 5,4 personnes. Ces enfants sont à 30% orphelins, soit de père, soit de mère, soit de deux à la fois. Et 89% de ces enfants prennent un repas par jour. C'est des éléments. Troisième élément, pardon, c'est le niveau d'instruction. Ils sont tous en abandon scolaire, comme mes prédécesseurs l'ont souligné. Et 70% ont au moins un niveau primaire. Donc, il y a encore un élément qui explique leur origine. Dernier élément, c'est la drogue. 80% de ces enfants ont déjà consommé au moins une fois la drogue dans leur vie. 80%. Selon des chiffres qui nous ont été communiqués par la cellule de coordination et de suivi de la récession. Alors, comment il faut regarder ce phénomène? C'est de mieux l'analyser comme nous le faisons sur le plateau et de trouver les réponses. Mais pas seulement sécuritaires. Et je pense qu'on va y revenir tout à l'heure. Les populations ne peuvent pas se faire justice. Nous avons des forces de défense et de sécurité qui font le travail, qui obtiennent des résultats. On souhaiterait que ces résultats soient assez rapides, mais ils le sont, au regard des éléments que nous allons pouvoir fournir tout à l'heure avec tous les collègues autour de cette table. Mais il n'y a pas à se faire justice. C'est un phénomène qui est pris en charge, qui est géré avec des solutions sous différents angles
que nous aurons le temps d'expliquer tout à l'heure. Non, j'entends bien ce que vous dites, mais nous sommes obligés, quand on dit les microbes, ce n'est pas non plus la presse qui l'a inventé. Hein. Et c'est d'ailleurs par cette appellation que les gens comprennent davantage et on va expliquer, comme vous venez d'expliquer. Et puis, en plus de cela, je vais dire de façon brutale, comme on dit à Yopougon, comme à Djamé, mais ils le disent parce qu'ils ne se sont pas retrouvés en face de ces enfants-là, sinon ils ne tiendraient pas le même discours, M. Vincent Toby. Oui, parce qu'on est en train de les présenter comme ils sont totalement victimes à 100% et que ce sont les autres, à la limite, les victimes qu'on découpe qui n'ont pas à se plaindre. Non, pas du tout. Et c'est la précision que nous voulons faire là. Non, c'est pas des... Oui, il y a une partie qui s'explique par l'histoire de notre société, par le contexte actuel, par le déterminisme sociologique souligné par le professeur tout à l'heure. Mais si vous ne qualifiez pas bien le phénomène, vous rendez la solution encore plus difficile. Vous savez que les enfants sont lynchés parce qu'on les considère comme tels, parce qu'on les marginalise dans la société. Ces enfants sont abandonnés, il n'y a aucune main secourable, simplement parce qu'on a créé ce traumatisme. Quand on va arriver dans un premier temps à nous familiariser, à adopter et à intégrer ces enfants comme partie intégrante de notre société, nous aurons plus de sensibilité à gérer ce phénomène, plus d'humanité, comme Madame l'a souligné tout à l'heure. C'est pour ça qu'il est important qu'on parte sur cette base pour pouvoir ensuite décliner les solutions qui vont être proposées tout à l'heure. Très bien. Et docteur Ngoran, plus on en parle, plus le phénomène prend de l'ampleur. Y a-t-il une explication à cela? Bon, Lorsque vous regardez les études que vous avez eu à faire jusqu'à présent, est-ce que la courbe que vous nous présentez souvent n'est pas en train de monter? C'est l'impression que nous avons. Oui, si j'ai bonne mémoire, il y a une étude récente qui a été menée et on estime approximativement le nombre d'enfants dits microbes à plus de 8000. À plus de 8000. Je dis bien approximativement. Approximativement. Voilà, à plus de 8000. Donc, on note qu'il y a une croissance au niveau du nombre de ce que nous avons appelé dans notre jargon les entrepreneurs de violence. Mais je voudrais faire quand même un distinguo parce que, et là peut-être qu'on va revenir plus tard, allez-y. Lorsqu'on évoque la question des enfants dits microbes, effectivement, le monsieur le directeur de cabinet a souligné cet aspect. Bon, dit enfant microbe, c'est un peu stigmatisant, mais selon ma propre expérience, certains acteurs revendiquent le nom microbe. Et ce n'est pas eux qui l'ont inventé. Voilà, le film que vous avez montré tout à l'heure, qui s'est déroulé dans des favelas au Brésil, est le film majeur qui a inspiré ces nouveaux entrepreneurs de violence. Donc, le phénomène s'accroît au fur et à mesure. Il y a même, selon certaines études, des niches qui se mettraient en place dans certaines villes comme Boaké, dans des villes comme Daloa, dans des villes comme Mans. Donc on note qu'il y a une propagation du phénomène. Mais cela est lié à plusieurs paramètres. Monsieur le directeur de cabinet l'a expliqué tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a l'approche répressive qui est adoptée de façon générale face à ce phénomène de criminalité. Mais on note de plus en plus que cette approche répressive-là a quand même des limites. Elle ne permet pas d'endiguer le phénomène. La deuxième chose, tout à l'heure vous avez parlé des populations. Face à cette dissémination du phénomène, de plus en plus les populations n'ont même plus confiance en l'État. En tout cas, selon ce qui nous revient des témoignages que nous avons recueillis, les populations de plus en plus perdent confiance en l'État. Or, dans une société, lorsque les acteurs qui sont administrés sont dans une situation de perte de confiance vis-à-vis des institutions ou bien de l'institution qui est censée les protéger, ça pose un sérieux problème. Donc, de façon tout à fait légitime, ça peut ne pas être légal, ça peut être condamnable, mais de façon tout à fait légitime, les populations s'organisent. Et là, vous ne dites pas faux. Voilà, les populations s'organisent par endroits pour apporter des réponses à cette psychose, à cette situation d'insécurité dans laquelle ils estiment être plongés. Et cette question, justement, tout à l'heure, nous allons laisser le temps à M. Vincent Toby de se prononcer là-dessus, parce que nous avons voulu attirer son attention justement sur la question, puisque nous avons fait le tour sur le terrain, nous avons fait le constat, effectivement. Le phénomène, professeur Mbra, le phénomène, est-ce qu'il a vraiment surpris ce qui arrive aujourd'hui? Est-ce que ce phénomène a surpris? Première question. Et deuxième chose, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que ce sont des enfants de la guerre? Parce qu'on semble entendre cela aussi. Deux questions à la fois. Pour vous répondre directement,
dans un premier temps, ce n'est pas un phénomène qui peut surprendre pour un esprit scientifique. Vous êtes en train de dire que vous-même, en travaillant, vous avez vu venir la chose? Mais tout à fait. Pour plusieurs raisons. D'abord, je le disais tantôt, la famille ivoirienne est en crise, indépendamment des conflits que nous avons vécus. Remarquez, les foyers se dépeuplent le matin au nom du travail pour se repeupler le soir. Qu'est-ce que les enfants deviennent? Et si vous le dites tout à l'heure, les enfants, entre guillemets, dits microbes, ont entre 9 et 18 ans. L'âge où la personnalité doit s'élaborer doit bénéficier du soutien des parents. Les parents ne jouent pas leur rôle. Il faut même les parents intellectuels, hein. Vous savez, nous ne sommes pas les mieux outillés. Et comme le disait un commissaire du 18e à un temps, dit, mais écoutez, il a fallu que je sois commissaire ici pour me rendre compte que les enfants des intellectuels sont les plus délinquants. Ceci pour dire quoi? Avant les crises que nous avons connues, la société ivoirienne est en crise. Les mutations liées à l'acculturation. Et tout à l'heure, quand on parlait des favelas, seulement il ne faut pas en faire l'élément causal. Ça peut être un élément catalyseur, mais ce n'est pas la cause du phénomène que nous vivons. Voyez. Donc, quand on prend un certain nombre de facteurs, la famille et l'école, les facteurs d'adaptation scolaire sont devenus nombreux. Et sans parfois exagérer, on peut dire que l'école est parfois devenue prédétermination à l'échec. Si les parents ne soutiennent pas comme il le faut les enfants, il est évident que ces enfants ne peuvent pas aller jusqu'à la fin de leur cursus, compte tenu de plusieurs facteurs. Et puis, allons-y, sur le plan socio-culturel, M. Fofana, depuis près de 20 ans, qu'est-ce que la société ivoirienne offre comme modèle aux enfants? La crise est passée par là. Avec les violences qu'on a connues, les enfants ont pu s'identifier à ce qui est violent. Je suis plus fort, plus violent, et donc, je vis. Je m'enrichis. Avec encore les crispations politiques qui ont induit un phénomène, permettez que je dise ainsi, c'est un néologisme, le papatoya. On s'aligne derrière les hommes politiques pour être des appendices, pour après récolter de quoi manger, une forme de mangécratie populaire. Quand vous entrez dans ce schéma, vous comprenez très bien que les enfants qui sont là sont nos enfants de naissance, mais les enfants des autres par la culture. Et donc, les raisons sont en chacun de nous. La famille, l'école, l'État. Et monsieur le DIRCAB le disait, c'est vrai que la population ne peut pas et ne doit pas se rendre justice. Mais lorsque les gens sont totalement démunis, l'État ne parvient pas à canaliser ce phénomène. Il faut faire face à la sécurité, à l'insécurité ambiante. Il y a une tendance à s'organiser de façon parallèle pour se rendre justice. C'est à déplorer. Mais si l'on envisage les solutions sur le plan préventif, sur le plan correctif, on parviendra. Quelle est la politique familiale qui est offerte? Il faut renforcer les familles. Il y a plusieurs façons de le faire. Très bien. En tout cas, on va répondre à la question tout à l'heure. Qu'est-ce que la société offre devant cette crise-là? On a dit tellement de choses sur la sécurité que je suis bien obligé de donner la parole au directeur du cabinet pour réagir tout de suite. Vous avez entendu. La société, si elle s'organise à sa manière, c'est simplement parce qu'elle se sent abandonnée. Ça ressemble à cela. Non, je pense qu'il faut quand même essayer de circonscrire ces propos. Nous sortons de crise. Hein. Nous avons construit des ponts, nous avons construit des écoles, nous avons réhabilité des structures administratives, nous avons construit des hôpitaux et nous construisons les mentalités et les âmes. C'est un ensemble et peut-être que ça fait trop théorique pour certains Ivoiriens, mais on ne sort pas d'une crise comme si on vient d'une balade. Il y a beaucoup de choses à faire, c'est ce que le gouvernement est en train de faire. Prenez les pays qui ont connu la crise, même des crises de telle ampleur. Prenez la Somalie, le Burundi, le Rwanda, le Congo, la RDC. Tous ces pays sont sortis avec ces mêmes problèmes. Vous avez les Koulouna en RDC, ce sont les enfants délinquants. Bon, bien sûr, les favelas, les enfants des favelas. Et partout, vous avez ce phénomène. Ça fait partie des conséquences des crises graves que les pays traversent. On ne peut pas dissocier ça. De la même façon que les écoles se sont effondrées, que des ponts ont été abandonnés, de la même façon, il y a eu des dislocations de familles ou de systèmes sociaux. Maintenant, il y a deux choses aussi qu'il faut distinguer. Dans notre jargon, il y a l'insécurité et le sentiment d'insécurité. L'insécurité est factuelle. S'il y a 3 morts par nuit, 17 blessés, 47 interpellés, ça c'est factuel. On dit qu'il y a un problème d'insécurité. Et c'est sur ça
que nous calculons les indices de sécurité. Et puis il y a le sentiment d'insécurité, c'est-à-dire du fait de la presse, du fait des propos, du fait de la peur, du fait de la psychose. On sent qu'il y a une insécurité, même s'il n'y a rien. Parce que nous sommes passés de 3,2 en 2011 à un indice récent à 1,6. Ce qui veut dire, et ensuite 1,1. Donc, c'est fait sur la base des faits de criminalité. Donc, le sentiment d'insécurité, ça croît aussi par l'usage des mots qu'il faut proscrire, et je le disais tantôt, par l'attitude qu'on a, par vous aussi, les médias. Je ne vous accuse pas, vous aidez le gouvernement dans le travail. Mais quand vous présentez, regardez l'émission que vous avez présentée tout à l'heure, quand vous avez autant d'enfants avec des machettes, des marteaux, à la une des journaux, forcément ça effraie. Mais le gouvernement joue son rôle. Je vous donne un exemple, l'opération Épervier. Vous avez 5267 personnes qui ont été interpellées pour des délits divers. Sur ces 5200, on n'a que 5 mineurs. 5 mineurs. Ça représente une proportion infinitésimale de ceux qui ont été arrêtés. Donc, c'est tout ce travail qui est en train de le faire sur les autres aspects. Et j'insiste, l'aspect sécuritaire, c'est le bout de la chaîne. Mais l'aspect social, sociologique, environnemental, familial, infrastructurel, c'est là-bas qu'il faut chercher ces solutions. Et c'est pourquoi nous engageons toutes les sections de la société. Pourquoi les parents ne se plaignent pas? Pourquoi vous ne condamnez pas dans les familles, dans les quartiers, les parents qui laissent leurs enfants aller commettre des actes de criminalité et qui sont là, et des enfants qui nourrissent des familles du fait des larcins et de ces crimes? Pourquoi vous ne les condamnez pas et vous préférez condamner une autre section de la société qui est l'État? Donc c'est un effort commun. On reconnaît les difficultés, mais on voudrait que les efforts soient partagés par tout le monde. Très bien. Madame Ofor, vous avez entendu, hein? Aujourd'hui, ces enfants de parleur attitude, les méfaits de ces enfants sont connus. Est-ce que vous pouvez nous dire de façon nette le message qu'ils sont en train de passer? C'est un message? C'est une révolte juste? Qu'est-ce que c'est exactement? Le message que ces enfants passent, c'est une révolte juste. C'est un message qu'ils sont en train de passer et comme je l'ai dit, c'est le reflet de la société. La violence est partout dans la société ivoirienne, au-delà des questions de crise. Quand vous voyez une petite fille de 2 ans se faire violer et qu'on dit ça ne va pas quelque part, c'est la violence. Quand vous voyez à l'hôpital, on vient, au lieu d'être là à 8 heures, on vient à 11 heures. On ne fait pas l'effort qu'il faut en tant que citoyen pour assurer le minimum du travail et qu'il y a des femmes qui meurent en couche, c'est de la violence. Quand à l'école, l'enseignant utilise la violence comme moyen d'éducation, de transmission, d'apprentissage d'un savoir, c'est un message. Et de sorte qu'aujourd'hui, toute la société est dans la violence. Et aujourd'hui, tout simplement, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on peut reconnaître? Parce qu'on se sent attaqué directement, alors à ce moment, on dit la violence existe. Et ce sont des enfants qui la font. Mais tout le monde est violent en Côte d'Ivoire. Par les propos, on n'arrive plus à s'exprimer sans violence. Il suffit simplement de voir comment les gens conduisent. C'est avec de la violence extrême, sans le respect aucun de l'autre ni des règles qui sont là. C'est la violence. Un enfant vous voit en train de conduire. Et le père qui est en train de conduire, lorsqu'il fait quelque chose qui n'est pas juste, il insulte l'autre avec des gros mots. L'enfant est assis à côté de vous, vous l'accompagnez le matin. Il vous entend, c'est la violence. Et cet enfant, et c'est comme ça. Et c'est vrai qu'il y a la crise, c'est vrai qu'il y a tous ces éléments qui sont passés, mais qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? On constate que ces effets-là vont faire boule de neige. Par exemple, il le disait à Mans, il y a une organisation qui travaille là-bas, et on s'est rendu compte que même dans les écoles primaires, il y a des enfants dits microbes qui essaient de répondre par la violence reçue de l'instituteur par un mécanisme de violence. Donc aujourd'hui, c'est vraiment l'expression de tout ce ras-le-bol que toute la communauté a par rapport à la violence. Et c'est ce que les enfants, ils sont plus jeunes, ils ne peuvent pas contenir tout ce qui se passe. Alors eux, ils le disent. Ce que nous, on peut contenir face à toute cette violence légalisée, institutionnalisée, dans les familles, dans les écoles, dans toutes les institutions qui représentent la société, c'est tout le monde. On pourra dire, la violence qui fait, nous sommes tous coupables parce qu'à un moment donné, on a regardé faire des choses de violence, on n'a pas dit non, ça ne suffit pas, oui, ça ne suffit pas. Et ces enfants aussi regardent. Regardez quand vous voyez les sites internet, Facebook. Il suffit simplement que des adultes disent des mots violents et ils ne se gênent pas. Et des enfants de 10 ans peuvent regarder, ça ne dit rien. Et tout le monde, c'est comme si on fait l'apologie, la musique. Tout ce qu'on a aujourd'hui, il y a tous ces éléments où il y a de la violence qui circule. Et les adultes, les enfants regardent les adultes. L'adulte fait de la violence, c'est juste.
Mais toi, en tant que tu dois m'éduquer, tu fais ce qui n'est pas juste. Et voilà. Vous êtes tous d'accord sur ce plateau que les adultes ne sont pas de bons modèles, c'est cela? Oui. D'accord. Les descentes des forces de l'ordre dans certaines communes d'Abidjan et les arrestations qui s'ensuivent semblent inefficaces devant tant de violences exprimées par ces adolescents. Le gouvernement a décidé de réduire leur capacité de nuisance et de transformer ces enfants rendus célèbres par leur violence en hommes sociables. Comment les ramener à la raison? La population s'exprime au micro de Astou Touré. Concernant le phénomène des microbes, nous voyons qu'il prend de l'ampleur dans notre société. Nous désirons vraiment que cela change. Si on peut organiser des activités pour sensibiliser les jeunes, pour qu'ils puissent connaître l'importance des bienfaits des jeunes au sein de la société. S'il y a une bonne communication entre le père, la mère et l'enfant, l'enfant est bien encadré et il peut éviter tout risque, tout problème au sein de la société. C'est de faire peut-être une autre technique d'approche vers eux, chercher à savoir ce qu'ils veulent réellement. Je pense que si d'un premier temps on passe à cette technique d'approche-là, peut-être qu'on pourrait peut-être avoir une porte de sortie. Surtout, commencer à mener des campagnes de sensibilisation dans les quartiers, faire comprendre à ces jeunes gens que la voie qu'ils ont choisie est une mauvaise voie, qu'ils peuvent être poursuivis par la loi, justement. Et puis maintenant, de là, si possible, ceux qu'on arrête, si on peut vraiment les insérer dans des activités pour qu'ils puissent s'en sortir, bon, je pense que ça serait une bonne chose. Un policier sans arme, qu'est-ce qu'il devient? C'est un vigile. Celui qui est prêt à ôter la vie, si on le prend, il faut lui ôter la vie aussi. Si on peut utiliser le souvenir de œil pour un adapter dans ces enfants-là, ça va, comment on appelle ça même? Ça va finir. Vraiment, ça donne la peur au ventre, hein. Je ne sais même plus. Les soirs, même quand on descend tard, même, tu as peur. Souvent, madame même t'appelle au téléphone pour dire de ne pas rentrer parce que c'est chaud au quartier. Donc vraiment, je ne sais plus. C'est de les traquer, hein. C'est de les traquer jusqu'au bout. Et puis, peut-être qu'ils vont prendre peur et puis essayer d'arrêter, diminuer. Sinon. Vous avez entendu quelques propositions. Je voudrais commencer par vous, monsieur le directeur de cabinet. Qu'est-ce qu'aujourd'hui notre société offre comme modèle pour que les choses changent? Il y a des initiatives qui sont en cours par différents ministères, le ministère de la Jeunesse, le ministère de la Sécurité, le ministère de la Défense, le ministère de la Fonction publique et toutes les institutions, même la Commission nationale des droits de l'homme. Donc il y a beaucoup d'initiatives qui ont cours actuellement. Le Premier ministre était récemment en visite à Bobo. Il a annoncé même un plan d'urgence de 174 milliards pour l'assainissement de la ville, mais également certaines activités qui devraient pouvoir réduire les poches d'hostilité. Mais il ne faut pas baigner dans une certaine fatalité. Nous sortons de crise. C'est vrai qu'il y a eu des progrès, il y a eu des avancées, mais nous sortons de crise et nous sommes en train encore de gérer certaines des conséquences de cette crise. Les enfants seront transformés. Il y a des initiatives en cours. Et même aujourd'hui, je mentionnais tantôt la CCSR. Il y a 80% d'enfants qui reviennent de ces centres et qui ne rechutent pas, qui reprennent une vie familiale normale grâce à l'encadrement. Donc, il ne faut pas baigner dans une certaine fatalité. Et puis, si je peux me permettre de donner un témoignage personnel, mais ma vie, j'ai vécu cette vie des enfants également. J'ai mangé dans les poubelles, je me suis habillé en haillons. Si à l'époque de ma naissance ou de mon enfance, on qualifiait les enfants comme on le fait aujourd'hui, j'aurais été lynché peut-être. Mais il y avait un système social secourable qui donnait peut-être l'école gratuite, qui permettait aux familles d'à côté de penser aux familles voisines. Et c'est comme ça qu'à l'époque, on avait pu résorber certains de nos problèmes sociaux. Donc, vous ne pouvez pas croire que ces enfants qui sont là aujourd'hui sont condamnés à vie, à rester comme tels. Auquel cas, ce serait dangereux même pour nous tous. Parce qu'ils ont 18 ans, ils vont en prison. Ils font 5 ans de prison. Quand ils sortent, ils ont 23 ans. Et ils vous terrorisent encore pendant 10 ans, ils vont en prison. Donc il ne faut pas être fataliste, il y a des initiatives en cours. Le gouvernement s'est saisi de la question. Il y a eu déjà des sessions du Conseil des ministres et du Conseil du gouvernement qui ont discuté de la question. Et un ensemble de mesures, des mesures sont en cours d'élaboration. Et il faudrait qu'on y participe. Et j'insiste, le niveau social, on ne peut pas abandonner. Tout le monde regarde l'État, tout le monde regarde le gouvernement. Mais qu'est-ce que nous faisons à notre niveau? Qu'est-ce que nous faisons? Quelles sont les structures? Quelles sont les récupérations de nos systèmes sociaux échoués que nous faisons au niveau individuel? Est-ce que nous connaissons nos voisins? Est-ce que nous condamnons le voisin pour les actes qu'il commet dans le quartier? Est-ce qu'à l'école, nous nous soucions
de ce que l'école du quartier a le minimum pour fonctionner ou reçoit l'attention des parents. Donc, c'est tout ça qu'on est en train de dire. Ce que nous voulons préciser, c'est que la solution n'est pas simplement sécuritaire. Et c'est très important, j'insiste, je le répète depuis, il faut que tout le monde, les ONG, les chercheurs, la presse, vous-même. Nous y sommes déjà, la preuve, vous êtes sur ce plateau et même avant cette émission, nous étions en contact avec le coordonnateur de la cellule de coordination et de suivi et de réinsertion pour vous dire que nous sommes très intéressés par la chose. Non, on ne pourra pas être pris à défaut, mais seulement nous étions en train de faire comprendre que l'impératif de protection des enfants ne devrait pas être au-dessus de la sécurité. Oui, mais les enfants sont arrêtés. Je vous parlais de sentiment d'insécurité, mais ils sont arrêtés. Vous ne pouvez pas imaginer que la police, que la gendarmerie voient des enfants commettre des actes et les laissent comme ça impunément. Non, ils sont arrêtés. Allez, suivez. Oui, ils sont arrêtés, ils sont jugés, ils sont déférés. Ils purgent des peines, ils sortent. Ce que nous vous disons, c'est que pendant que l'aspect sécuritaire travaille, il y a aussi des aspects sociaux sur lesquels le gouvernement travaille. Voilà. Et donc, ça demande une implication de tous. Absolument. On ne peut pas pardonner. C'est un délit. Un délit n'est pas excusable. Et on ne peut pas construire une société sur la base du laxisme ou du libertinage de certaines personnes ou des enfants. Et ça, donnez-moi des preuves que la police ou la gendarmerie sont au courant de faits de criminalité ouverts sans qu'il n'ait intervenu. Nous sommes partout aujourd'hui. Nous sommes dans tous les quartiers d'Abobo, tous les quartiers d'Adjamé, tous les quartiers d'Akokodi. Vous voyez les patrouilles, les RAF, tous les jours. Et nous essayons d'assurer la sécurité. Et tous les matins, quand nous avons les rapports de sécurité, nous pensons que le phénomène est en train d'être endigué, mais que le travail doit continuer. Très bien. Docteur Ngoran, comment aujourd'hui, à votre avis, on doit les sortir de là, ces enfants? Comment les rééduquer, j'ai envie de dire, comment les déradicaliser et les suivre après? Ok, c'est une approche globale et intégrée qu'il faut adopter. Monsieur le directeur de cabinet a raison de dire que l'approche sécuritaire n'est pas suffisante. Il faut mobiliser toutes les compétences, toutes les expertises pour pouvoir aider à resocialiser, comme on le dit, ces enfants-là. Mais la grande problématique, c'est ce que le professeur Mbra a soulevé tout à l'heure. Notre société, on le dit souvent, mais les acteurs sociaux, eux, ils veulent sentir que l'État est là, l'État est proche, l'État les protège. Vous comprenez? Mais quand les gens ont le sentiment que l'État qui est censé assurer leur sécurité n'est pas là, parce que je ne suis pas aussi optimiste comme monsieur le directeur de cabinet, parce qu'il y a des zones à Bobo que moi je connais où la police n'a pas accès. Et ce sont des niches de criminalité. Voilà, ce sont des niches de criminalité. Donc, nous ne sommes pas pessimistes. Si nous baignons tous dans le pessimisme, la société ivoirienne risque de disparaître. Mais il y a la question de la crise des valeurs, la crise des modèles sociétaux ou sociaux. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on présente comme modèle dans la société? Vous allez approcher ces enfants. Ce n'est pas parce que ces enfants manquent d'humanité. Ils ont de l'humanité en eux. Il y a un qui disait tout à l'heure que je vais prendre l'argent pour venir aider mes parents. Il y a de l'humanité. Mais ils ont le sentiment d'être dans l'invisibilité, d'être à la marge. Et lorsqu'ils regardent les modèles dans la société ivoirienne, ce n'est pas forcément tous des bons modèles. Et il y en a qui te disent qu'ils veulent l'argent chap-chap. L'argent chap-chap, c'est quoi? L'argent rapide. Et sur la question de l'argent rapide, on sait ce que ça a généré dans la société ivoirienne. Mais il faut qu'on apprenne à regarder notre propre miroir, à questionner notre propre miroir. Mais c'est à ce moment que je suis totalement d'accord avec le directeur du cabinet lorsqu'il dit que la société civile, vous avez à faire votre part. Oui, mais on fait notre part. Oui, parce qu'on disait le ministère de la Sécurité, mais vous-même, lorsque vous voyez ces choses, est-ce que vous réagissez? J'ai envie de dire, vous avez fait de très bonnes études, de bonnes enquêtes là-dessus. Ces résultats, les avez-vous mis à la disposition? Nous avons présenté ces résultats. Pour que ça puisse être exploité? Nous avons présenté ces résultats à la CEGRAE, au plateau, en avril 2016. Et je crois qu'il y avait des représentants du ministère de la Sécurité. Le problème dans notre société, il faut que l'État et les institutions étatiques s'approprient les recherches qui sont faites sur ce genre de phénomènes. Parce que l'approche sécuritaire, on a l'impression que ça se résume à couper les branches de l'arbre. À couper les branches de l'arbre. Alors qu'il y a des racines qu'il faut comprendre. Pour mieux agir sur un phénomène, il faut mieux comprendre le phénomène. Parce que le phénomène des microbes, c'est un phénomène véritablement complexe. Je comprends cela, mais je pense déjà que lorsque vous parlez des racines, vous ne parlez plus du ministère de la Sécurité. Ce n'est que l'aboutissement à ce niveau. Oui, monsieur le directeur de cabinet. Oui, il faut préciser. Je ne voudrais pas faire de polémique.
Mais oui, on a même le droit de faire de la polémique pour mieux comprendre. Voilà. À ce jour, il n'y a aucune zone de non-droit en Côte d'Ivoire ou dans un quartier d'Abidjan. Donnez-moi le nom d'un quartier où la police, la gendarmerie ne sont pas présentes. Il n'y a aucune zone de non-droit. Et nos forces sont présentes dans les zones supposées les plus criminogènes. Et c'est pour cette raison que des gars anarchiques, qui sont des gars anarchiques, des fumoirs, qui sont des incubateurs de violence, sont totalement détruits. On a des fumoirs détruits, on a des gars anarchiques 230 en l'espace d'une semaine. Donc, il n'y a aucune zone de non-droit. Et ça, c'est important de le retenir. La protection, nous, il n'y a aucun gouvernement sérieux sur cette terre qui retournerait ses armes acquises pour sa sécurité contre ses propres populations et contre des sections aussi sensibles que constituent les enfants. Aucun gouvernement ne fera sur cette terre. Ce que le gouvernement fait, c'est de trouver la solution pour que le phénomène soit éradiqué. Et c'est de ça que nous parlons autour de cette table. Tout à fait. Professeur Mbra, quelle solution peut-on offrir tout de suite? Oui, quelle solution? La solution est en chacun de nous. Mais permettez que je dise une chose par rapport à l'intervention du DIRCAB. Lorsqu'il dit que ces enfants, la police les arrête, on les condamne, etc. C'est des enfants, vous le disiez en début de propos, en début d'émission, ont entre 8 et 18 ans, au maximum 25. En clair, leur personnalité en élaboration. Vous les arrêtez, vous les jetez, vous les condamnez, vous en faites quoi? Qu'est-ce qui se fait après? C'est pour ça que je disais que, pour répondre à votre question, la solution est en chacun de nous. Mais elle est à la fois préventive et corrective. Sur le plan familial, et le DIRCAB se demandait, mais qu'est-ce que les parents font? Les parents ont d'énormes difficultés. Parfois même la famille n'existe pas, elle n'existe que de nom. Quelle est la politique familiale? Et je voudrais préciser un peu une chose. Nous sommes tous de la société, et c'est vrai que le DIRCAB a une fonction officielle par rapport à ça, mais il n'est pas là en tant que représentant de l'État et nous en tant que la société pour que nous l'attaquions. C'est pas ça. Nous sommes en train de réfléchir. On réfléchit ensemble. Il n'y a aucune crainte à ce niveau. Personne ne se sent habité par une peur quelconque ici. Nous avons notre travail à faire. C'est ce que nous sommes tous en train de faire. C'est pour dire donc que par rapport à ça, il faut une politique familiale. Que l'État intervienne pour aider les familles qui sont dans l'impossibilité à mieux prendre en charge leur progéniture. Il peut même se trouver que les familles d'analphabètes bénéficient d'une assistance socio-éducative. Parce que dans un monde où les valeurs se complexifient, parfois les parents même n'arrivent pas à éduquer leurs enfants. Imaginez quand les enfants sont en classe de première ou parfois un parent ouvrier, qu'est-ce qu'il peut encore? Donc, il y a un certain nombre de choses à faire. Et puis, au niveau même de l'école, qu'est-ce qu'on fait pour réduire les risques d'adaptation de manière à ce que les enfants se sentent comme accompagnés? Parce que passer de la famille à l'école, c'est un gap, c'est toute une difficulté. Il faut bénéficier d'un accompagnement approprié. Qu'est-ce qui est fait? Sous cet angle, la coordination famille-école doit pouvoir permettre aux enfants de résoudre leurs problèmes. Et je vais plus loin pour dire quoi? Lorsque ces enfants sont arrêtés, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? On parle du centre de Bayakro. Qu'est-ce qui se passe au centre de Bayakro? Qu'est-ce qui est fait pour que leur personnalité qui est délinquante, parce qu'il faut le reconnaître, c'est une personnalité pathologique. Et elle est pathologique parce que la famille est malade, que la société est malsaine. Qu'est-ce qu'on fait pour que ces enfants puissent avoir une personnalité qui connaisse un développement, un développement normal, pour que la société ivoirienne puisse respecter? Sinon, nous sommes d'accord, toute société a ses délinquants qu'elle mérite. Mais si la société est capable de concevoir des modes d'adaptation, d'intégration sociale, alors elle limite les risques de désadaptation sociale et des phénomènes comme celui des microbes, naturellement, peuvent être circonscrits. C'est pour dire que la solution est à la fois préventive, l'éducation dès le berceau, mais l'État aussi a son rôle. Parce que l'État, c'est l'agent régulateur de la société globale, n'est-ce pas? L'État intervient au niveau de l'école, l'État intervient au niveau de la famille, l'État intervient à tous les niveaux, y compris au niveau sécuritaire. Et ça, c'est une conviction, c'est clair. On peut utiliser toutes les formes de répression, mais on ne parviendra pas à circonscrire ce phénomène par ça. Parce que, dites-vous d'ailleurs, une société qui s'attache à assassiner ces jeunes, c'est une société qui hypothèque son développement. Donc, il faut changer le fusil d'épaule, mettre en place des groupes de réflexion. Quand Dr Ngoran dit qu'il y a des études, ces études peuvent être appropriées par les ministères concernés, y compris le ministère de l'Intérieur, le ministère
de la protection sociale, etc., avec les ONG, et on peut aboutir à des actions pour lesquelles chacun aura une part à jouer. C'est ainsi que progressivement on parviendra à résoudre ce problème. D'accord. Madame Mofo, quelles sont les alternatives que vous voyez aujourd'hui pour faire face vraiment à ce fléau-là? Comme alternative, j'aimerais dire qu'il faut une réponse acceptable. Pas juste, mais acceptable. Parce que quand on parle de juste, ça veut dire qu'on va respecter scrupuleusement le code de procédure pénale et le code pénal en fonction de l'âge de ces mineurs qui passent par éventuellement la répression ou la correction, ces différentes J'ai envie de mesures. dire aussi, mais pourquoi pas? Je dirais acceptable. Pourquoi? Dans un premier temps, acceptable pour ces enfants. Parce que punir, dans le terme pédagogique, punir est inutile. Sanctionner a du sens. Et là, acceptable pour ces enfants, allons sur la base de la sanction. Et comme le professeur le disait, cette sanction qui s'entend pas, non marginalisation, exclusion de ces enfants, mais plutôt mettons les enfants dans un espace où on permettra avec des activités, permettre à développer, faire ressortir leur plein potentiel, des activités de développement, non pas les caser dans un espace où on leur apprend la discipline, la rigueur, non. Dans un espace où on leur apprend le vivre à nouveau dans une société, où on incarne, certes, on leur apprend le bien fondé de certaines valeurs. Ça, c'est la première chose. Et bien entendu, où ils apprennent l'école de la vie et non l'école toute simple. Parce que l'école toute simple, c'est ce qu'on va à l'école, l'instruction. A, B, C, 1 plus 1. L'école de la vie, c'est de dire qu'il y a des règles dans la vie qui ne sont pas forcément posées par l'éducateur, mais les règles de la vie disent que quand tu vis dans une société, tu dois apprendre à apporter quelque chose par ton comportement, par qui tu es pour pouvoir construire cette société. Et ça, c'est cette alternative. Je dirais acceptable, pourquoi? Parce qu'on a entendu pendant, à un certain moment, que la population essaie de faire... essaie de réajuster leur manière de faire par rapport aux actes de ces enfants. Ce qui est tout à fait normal, dans un processus humain normal. Ils vivent un sentiment, et le plus difficile, c'est le sentiment d'insécurité. Se sentir en sécurité ou en insécurité est plus difficile parce que là, devient subjectif. C'est chacun qui détermine où je me sens en insécurité et dans quel quartier je me sens en insécurité. Sinon, ce qui est visible, où on sent qu'il y a la sécurité, ça c'est encore juste. Et ça c'est là où je pense que le ministère de la Sécurité intervient. Le fait que tout le monde sache que la sécurité existe, il n'y a pas d'infraction. Mais le sentiment est le plus difficile parce que c'est subjectif. Comment je me sens en insécurité? Pourquoi je me sens en insécurité? C'est chacun qui va le dire. Et je pense que c'est à ce niveau. Acceptable pour qu'on comprenne aussi que ce que la population fait en face, c'est juste. C'est comme si on disait aussi, on protège aussi les enfants contre les enfants. Pourquoi? Parce que dans la population, il n'y a pas que des adultes. Un parent se pense le matin, et si mon enfant partant à l'école croise d'autres enfants, et si mon enfant va à l'école et qu'il y a d'autres enfants, et justement, ça veut dire que c'est un sentiment qu'on a et qui est encore plus difficile parce qu'on ne peut pas le mettre sur un papier pour dire à quel niveau je me sens en insécurité. Et c'est ce que ça crée lorsque, généralement, la population se dit on ne voit pas la police. Même tu peux voir la police, mais le sentiment qui naît du fait que, et il faut le dire, le besoin de sécurité est un besoin fondamental, et Maslow nous l'a dit dans sa pyramide des besoins, est un besoin fondamental et simplement un phénomène, tout simplement, pas par le nom, mais tout ce qui s'entend, le fait de voir par Facebook des machettes, des personnes qui ont été tracées, ça crée le sentiment d'insécurité. Et en même temps, on l'a vu à Angré, j'ai lu sur certains, où il y a eu des populations qui se sont mises ensemble et ils ont incendié un enfant d'10 microbes. Ce n'est pas bien, mais en même temps, c'est là, on veut se protéger de ce qu'on pense pas juste. Et comme l'autodéfense, justement. Et généralement, on dit, et l'on dit, pour ceux qui sont chrétiens, on dit, Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Et là, la population est dans cette situation. On n'aime pas l'acte microbe, mais on aime les enfants qui sont là. Donc, ça veut dire que si nous proposons une situation acceptable en présentant à la population que ces enfants, il faut départir l'acte qu'ils posent de leur personnalité qui en eux
un plein potentiel, alors je pense que la société va aider. Mais pour le moment, la société est dans une situation où c'est comme on l'interpose. Vous ne voulez pas de ces enfants, vous les appelez microbes, vous faites ceci, vous les tuez. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Mais généralement, ça se comprend parce que humainement, c'est ça. En même temps, c'est de dire à la population, on va faire quelque chose et comment est-ce qu'ensemble on essaie de faire parce que ce sont nos enfants, parce qu'ils ne sont pas nés du ciel, ce sont des personnes qui l'ont mis au monde. Oui, par aussi la négligence des parents et tout, j'ai envie de le dire comme ça. Monsieur le directeur du cabinet, véritablement pour ces enfants-là, c'est un encadrement sur mesure qu'il faut. Un encadrement sur mesure. D'accord. Oui, vous avez raison et je pense qu'on rentre dans le bon côté du débat, c'est-à-dire les perspectives, les recommandations. Je voudrais rassurer mes collègues autour de la table qu'on partage les mêmes préoccupations, mais nous ne sommes pas ici, en tout cas en ce qui me concerne, pour me montrer résigné face à ce problème. Il y a déjà eu des solutions qui ont été proposées. Donc sur l'aspect sécuritaire, soyez rassurés, il y a une bonne collaboration police-population, gendarmerie-population, armée-population. Et vous êtes partenaire des forces. S'il y a problème, vous le signalez à la police et la police a toujours été présente. Le CCDO, toutes les forces sont présentes. Maintenant, pour endiguer le phénomène, il y a beaucoup de solutions. Il y a l'aspect sécuritaire, souligné par tout le monde. Il ne faut pas instaurer un état de non-droit, ce n'est pas possible. Donc, les forces interviennent. La justice fait son travail. Mais à côté de ça, il y a tout l'aspect que nous avons discuté. Et nous avons, dans la réflexion, identifié que les enfants viennent des quartiers où il règne la promiscuité, l'insalubrité. Donc, dans le plan directeur des villes, de l'aménagement des quartiers, il faut y penser. Et le ministère de la Construction a déjà des projets dans ce sens. Sur le plan de la communication, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, quand vous mettez sur Facebook, à la une des journaux, tout le temps, des faits qu'on les grossit et qui ne sont pas forcément le reflet de la réalité, on contribue à entretenir un phénomène et à conduire à des lynchages. Ensuite, sur le plan de la famille, on l'a dit tout à l'heure, il y a des textes qui protègent l'enfant, des conventions et des textes. Et ça, le ministère en charge de cette question s'y attelle. Et il y a l'emploi, parce qu'il y a des parents qui ne travaillent pas, il y a des parents qui sont désœuvrés et qui n'ont plus de contrôle sur leurs enfants. Ensuite, il y a la question du commerce, par exemple, parce qu'on s'est rendu compte que des marchés anarchiques ont été aussi des incubateurs, parce que les enfants vont là-bas pour commettre des crimes, ou ils sont utilisés par des personnes pour commettre des crimes. Et le ministère du Commerce, dans la réflexion, a fait de très bonnes propositions sur la régulation, l'organisation de ces commerces. Ensuite, il y a tout l'aspect même développement, planification. Et des projets sont en cours. Je vous ai parlé du projet annoncé par le Premier ministre tantôt. Et il y a une coordination interministérielle. Donc, soyez rassurés que les recherches de nos collègues des universités sont toujours versées à l'ensemble de ces réflexions. Et nous les prenons en compte. C'est pour cette raison qu'il ne passe pas de conseil des ministres sans que ces situations sécuritaires ne soient discutées et évaluées pour trouver des solutions. Donc, nous comptons sur tout le monde. Hein, c'est un effort commun pour arriver. Non, qu'est-ce qui se passe à Mbayakro? Ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. Avant cette émission, nous sommes entrés en contact avec le coordinateur de la cellule de coordination justement et de suivi de réinsertion, M. Christian Kadio, Kodia Ago. Avec lui, une prochaine émission, on va expliquer. Donc personne ne saura mieux expliquer que lui sur ce plateau. Des psychologues sociaux pour aider à résoudre le problème. Très bien, c'est une bonne proposition qui est déjà prise en compte par certains de ses collaborateurs qui sont déjà dans ce studio pour suivre cette émission. Et c'est une émission ouverte à tout le monde. Vraiment, en une minute maintenant, une minute, c'est vraiment pour votre conclusion. Docteur Ngouran, quelle est la dernière chose que vous devez dire pour terminer, vous pouvez dire pour terminer cette émission-là? Vraiment en une minute. La dernière chose, c'est qu'il faut garder espoir. Il faut garder espoir. Il faut garder espoir. Mais l'État ne doit pas s'engager dans une approche unidimensionnelle, mais privilégier une approche pluridimensionnelle. Le professeur l'a dit tout à l'heure, nous, à la chaire UNESCO de bioéthique de l'Université de Ouattara, il y a un pôle qui travaille sur les questions de sécurité et nous avons des documents qui existent. Alors très bien, donc je vous invite, nous sommes prêts. C'est vraiment fini, je vous invite à une minute à mettre vos résultats à la disposition du ministère de la Sécurité, puisque vous en avez vraiment parlé. Professeur? Merci. Dire que dans toute société, il y a un niveau de délinquance acceptable. Et notre société doit aller vers cette fin, c'est-à-dire comment canaliser. Et pour cela, l'État doit utiliser tous ces compartiments, tous ces ménages constitués par les chercheurs, les ONG, les juristes, etc. Alors, nous parviendrons à travailler ensemble de manière à ce que ces enfants aient une personnalité normale, connaissent un développement normal et qui puissent s'insérer dans la société. Et je constate que le professeur Mbara sera parmi ces personnes. Madame Oufo, pour terminer. Pour une minute, tout ce qu'on peut dire, c'est
de prendre en compte la personnalité de l'enfant dans un monde complexe dans lequel on est et que toutes les composantes de la société, les communautés, les familles, les écoles puissent vraiment s'engager pour trouver une solution, comme je le dis, un dénouement acceptable parce qu'il y a encore de l'humanité dans ces enfants et encore de l'humanité encore dans la population. Vous avez dit acceptable, Voilà. Bon, acceptable par qui on verra à la Par prochaine les uns et émission, les autres. certainement. Merci. Monsieur le directeur du cabinet, pour terminer complètement. Oui, il n'y a pas péril dans la demeure. L'État assure la tranquillité, la sécurité des citoyens. Et c'est sur ça d'ailleurs que les citoyens le jugent. Le phénomène que nous discutons ici a lieu dans quelques quartiers d'Abidjan. Donc sur une portion territoriale qui est relativement maîtrisable. Donc des solutions sont envisagées et les solutions sont proposées. Et toutes les contributions à la réflexion sont les bienvenues. Mais on voudrait rassurer tout le monde que ce phénomène sera bien éradiqué et en cours d'éradication au regard des chiffres communiqués par les forces de sécurité. Monsieur Vincent Tobi, merci d'être venu à cette émission. Docteur Ngoran, je vous dis merci à vous aussi. Professeur François Mbra, merci et merci à vous, Madame Ofor. Serez-vous prêt à venir pour une deuxième manche pour cette même émission, le même sujet? Ils ont tous dit oui, même si je n'ai pas encore entendu. En tout cas, vous l'avez entendu, pour que la paranoïa et la psychose s'abstancent, tous les acteurs actifs sur la préoccupation devraient pouvoir mutualiser leurs efforts. C'est cela que nous avons retenu. L'accent sera mis sur l'éducation des enfants vulnérables, leur prise en charge. En tout cas, merci de nous avoir suivis et je vous souhaite une très bonne soirée sur RTI1.